docteur Journel, qui est donc généticien au centre hospitalier de Vannes. Voilà, nous allons tout au long de son exposé vous allez pouvoir intervenir et poser des questions le cas échéant. Voilà, je vous laisse avec lui. Alors, tout d'abord, je vous remercie la PESAC de cette invitation. C'est vrai que pour moi, ça représente une bonne tranche de ma vie, donc beaucoup de situations difficiles rencontrées sur beaucoup d'années. Et je vais essayer à la fois de vous montrer ce qu'on sait, et vous verrez qu'on ne sait pas tout, je ne vais pas arrêter de vous le dire, et vous raconter un petit peu comment ça s'est un petit peu déroulé dans le temps aussi, et comment les choses ont avancé, pas toujours assez vite, vu de mon côté. Alors, je vais parler antiépileptique et grossesse. Bien sûr, on va se focaliser sur la dépakine. La dépakine qu'on appelle le valproate. Alors, valproate de sodium, il y aura une petite chose à corriger dans le site qui parle du potassium. Mais... pas sur notre site, dans un article, oui. Oui, dans un article. Alors, oui, j'ai vu, mais c'est c'est pas vous, d'accord. C'est pas nous. Oui. Voilà. Alors, pour le neurologue, une épilepsie, qu'elle soit d'un enfant, d'un adulte, d'une femme qui sera mère, etc. Bien sûr, une épilepsie, c'est un problème. Et une épilepsie traitée, c'est finalement redonner la normalité à un individu. Alors, les neurologues sont de plus en plus pointus dans le domaine, bien sûr. L'épilepsie a été... je dirais pendant très longtemps un problème très complexe sur le plan médical. Il a fallu qu'on trouve des médicaments comme le phénobarbital, le Gardénal, qui a commencé à faire émerger les choses. Il y a eu énormément de recherches dans les années 60 pour trouver d'autres molécules. Ces molécules ont permis des nouveaux traitements. Et c'est vrai que dans ces traitements, la dépakine qui est apparue progressivement dans les années 60-70 est une molécule qui a intéressé les neurologues parce qu'elle aboutissait assez facilement à des traitements efficaces. Donc pour le neurologue, la démarche c'est de traiter l'épilepsie, de traiter l'individu, pas forcément beaucoup plus. Alors je vais dire quelque chose ici qui est extrêmement important sur le plan de tout ce que vous devez comprendre. Pour l'épidémiologiste, celui qui va être derrière maintenant un ordinateur, à l'époque derrière un cahier, l'un des plus grands épidémiologistes en génétique, le professeur Josué Fingold, qui est décédé, avait un repère, je dirais, dans un beau bâtiment près du bois de Boulogne, où il faisait de l'épidémiologie, et quand on voyait toutes les boîtes archives qu'il y avait, il y avait des papiers partout, c'était que l'époque du papier. Je voudrais rappeler que l'informatique permet de traiter les choses autrement, et pendant très longtemps, ça n'a pas été comme ça. Et donc, l'épidémiologiste, il travaillait sur des choses visibles, sur des choses comptables, sur des choses qu'on pouvait prouver. Et bien entendu, une anomalie, quelquefois, extrêmement rare, dont on parle aujourd'hui encore tous les jours, la thalidomide, tout le monde a ça en tête. C'est une maladie où il y a eu probablement quelques cas en France, mais quelques, je dirais probablement 4-5, quelque chose comme ça. Et je le tiens du professeur Maroteau, qui était le plus grand spécialiste français des maladies osseuses. Eh bien, cette anomalie a été dépistée. Pourquoi est-ce qu'elle a été dépistée? Parce qu'elle est très stigmatisante. On ne peut pas ne pas le savoir, on ne peut pas ne pas le voir. Et donc, vous avez l'exemple même de ce qui, je dis que c'est bon pour l'épidémiologiste, parce que là, il va le repérer. Mais bien entendu, c'est un produit qui a des conséquences humaines très compliquées. Alors, je vous ai dit, je vous reparlerai de l'épidémiologiste après. Pour le médecin échographiste, c'est-à-dire la surveillance de la grossesse, disons maintenant les gynécologues obstétriciens, ça peut être les sages-femmes aujourd'hui, etc., etc. Voilà, pour la surveillance de la grossesse. C'est vrai que on va parler en termes de dépistage de malformations. C'est-à-dire que
pendant très longtemps, ils ne se sont pas préoccupés de savoir s'il y avait un terrain comme ci, des problématiques familiales comme ça. Ils ne se sont pas intéressés à l'ensemble de l'environnement de la femme, ce qu'on appelle le soin préconceptionnel aujourd'hui. Et donc, l'intérêt, c'était le dépistage. On faisait des échographies pour faire un dépistage. Et, bien sûr, vous aviez un bon dépistage, c'était de faire la découverte d'une anomalie qui elle-même était bien sûr mauvaise et potentiellement très mauvaise pour le fœtus et pour le couple qui attendait ce bébé. Donc vous voyez cette dichotomie qui est extrêmement importante dans l'histoire, cette dichotomie entre ce que l'on peut, quand on est professionnel, montrer, prouver, chercher et mettre en évidence, et ce qui va jouer pour l'individu. Ici encore, le chercheur. Les chercheurs, ils étudient depuis toujours les anomalies, notamment liées aux antiépileptiques. Ils sont, bien entendu, ils travaillent beaucoup sur des animaux, sur la souris principalement. Hein. Et donc, la souris, on est capable aujourd'hui de lui dire des susceptibilités à faire des maladies, on est capable de faire plein de choses. Et donc, la souris normale, la souris pathologique, pour lui, voilà, tout va être basé là-dessus. Mais la souris, c'est pas toujours l'homme, même si on lui fait faire des choses. Voilà. Alors le clinicien, c'est l'individu comme moi qui fait des examens cliniques, qui essaye de déduire des choses. Eh bien, le clinicien peut se retrouver devant quelqu'un d'apparence normale, qui n'a pas d'anomalie, mais qui peut avoir un désordre psycho-intellectuel, un désordre comportemental. Et ça peut bien sûr complètement modifier son avenir et son avenir à long terme. Or, quand il n'y a pas d'éléments stigmatisants, et je dirais la photo, qui bien sûr ici c'est la photo d'une enfant qui est porteuse d'un fœtal valproate syndrome, c'est-à-dire elle a la morphologie, voilà. Mais quand on présente cette photo à n'importe qui, il ne fera pas le diagnostic, il n'a quasiment aucune chance de pouvoir le faire. Alors, comment je suis tombé dedans? Comment est-ce que ce sujet m'a interpellé et m'a intéressé, et comment est-ce qu'on a pu faire pour avancer? Eh bien, d'abord parce que j'ai passé une thèse, et ma thèse de médecine, c'était sur une malformation. Cette malformation s'appelle le spina bifida. C'est une malformation du bas du dos. Je continue beaucoup à travailler avec des associations et à faire des rencontres internationales à ce sujet. C'est une malformation très sévère, puisqu'on peut perdre la marche, on peut avoir des ennuis gastro-intestinaux, urinaires très importants, et éventuellement aussi des troubles et des atteintes intellectuelles. Donc cette anomalie qui a fait l'objet de ma thèse, moi je l'ai passée en 1984. Je ne suis pas un genou, vous voyez, je suis plutôt en fin de carrière. Bon, donc j'ai passé ma thèse en 1984, et sur cette thèse, nous avions en même temps l'équipe d'Elisabeth Robert à Lyon, qui publiait de manière plus précise que ne l'avait faite la première publication en 82, c'est 10 lignes, hein, c'est tout petit, en disant il y a peut-être un rapport, mais elle publiait un article en disant il y a un rapport entre dépakine et spina bifida. Donc le lien tératogène était montré à ce moment-là. Dans ces années-là, il y a eu quelques publications sporadiques. Ce qu'on appelle une publication sporadique, c'est un seul cas. On va publier à propos d'un seul cas. Là, ce n'était pas un seul cas. L'équipe d'Elisabeth Robert, elle avait publié sur un certain nombre de cas qui permettaient de prouver le lien. Elle apportait la preuve. Et d'autres équipes ont très vite embrayé, ont confirmé qu'il y avait un lien. Alors, déjà à l'époque, pourquoi la France avait-elle publié par les États-Unis qui sont extrêmement doués dans le domaine, ou les anglo-saxons? C'est parce que la dépakine, ayant été un produit français, a été plus vendu en France, comme c'est toujours le cas. Un produit américain va venir, enfin, moins maintenant,
Mais à l'époque, il fallait 10 ans pour qu'un produit américain traverse l'Atlantique. Hein. Ça a toujours été comme ça. Donc, un produit français qui était réputé efficace par les neurologues, voilà, il a fallu du temps. Donc, pour poursuivre cette investigation, et au vu de ce qui a pu se passer après, on s'est dit il faut impérativement comprendre si ça a eu un impact, ce qui s'est réellement passé chez d'autres, puisqu'on nous a parlé d'autres malformations et d'anomalies du développement intellectuel. Donc, nous avons fait une première série. Alors, j'ai mis 76, c'est vrai que j'ai mis 76 parce que vous verrez, c'est une marque qui, pour moi, est la première déclaration connue au laboratoire. Mais c'est en fait, cette série a vraiment commencé à peu près en 1985 après ma thèse, et on a donc pu voir des familles, et c'est la première série qui nous a permis, sur toute la Bretagne, de nous rendre compte un petit peu de ce qui pouvait se passer dans la vraie vie. La deuxième série a été refaite par l'équipe du professeur Sylvie Audan à Rennes, a fait aussi l'objet d'une thèse, et a été beaucoup plus organisée pour pouvoir démontrer ce que la première série avait apporté. Voilà un petit peu. Bon. Après, voilà, moi je suis d'une génération qui a été un petit peu fondatrice en France pour l'installation des équipes de génétique un petit peu partout. Donc je connais toutes les équipes de génétique de France. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'appels à collaboration en France, mais aussi parce que j'ai des amis en Belgique, en Suisse, etc. On a eu des observations d'un petit peu partout. Et ce qui a montré, vous allez le voir quand même, que ça part un peu dans tous les sens, au point de vue de la tératogénicité comme de l'atteinte psycho-intellectuelle. Donc vous voyez que la méthode, on est beaucoup plus sur une méthode observationnelle que sur une méthode épidémiologique. On a eu beau demander, on avait envie de voir le 100% dans certaines maternités, ça n'a pas été possible. Parce que le travail était trop long, et puis tout simplement qu'à l'époque, savoir si une femme était épileptique et avait accouché dans telle maternité, c'était tout bonnement impossible parce que personne ne le savait. Il n'y avait aucune donnée permettant de le savoir. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le PMSI, on a des outils, mais à l'époque, c'était impossible. Alors, quelques chiffres, parce qu'il en faut bien. On va pas se tourner vers la France pour avoir des données de ce genre, on va se tourner vers les anglo-saxons. Vous voyez qu'on dit qu'il y a grosso modo 6 femmes pour 1000, et c'est relativement invariable dans le monde, semble-t-il. En tout cas, c'est des chiffres qui ne sont pas contestés. Autour de 6 femmes pour 1000 épileptiques enceintes. Alors, c'est à peu près, c'est un chiffre. Donc vous voyez, sur une maternité de 2000 accouchements, on est à peu près à 10 femmes. C'est pas non plus des chiffres, voilà, c'est une par mois, c'est noyé dans la masse. Bien sûr, quand il y a une malformation sévère, on peut le savoir, mais et puis toutes les femmes ont des traitements différents, ont des épilepsies différentes, certaines ne sont pas traitées. Donc vous avez une constellation de choses différentes. Vous avez donc à peu près 5000 grossesses de femmes épileptiques en France. Ça vous donne un chiffre. Ce chiffre, il faut donc le pondérer. Toutes les femmes, bien sûr, n'étaient pas sous valproate, loin de là. Et il faut le pondérer, bien sûr, à partir de ça. Alors pourquoi est-ce que des pays comme les États-Unis s'intéressent toujours beaucoup plus que nous à l'épidémiologie? C'est que vous voyez que tout de suite, comme ils sont beaucoup plus nombreux, et que nous, la notion d'Europe, c'est quand même une notion vous voyez, qui chemine, hein, mais qui n'est pas hyper opérationnelle, on va dire. Hein. C'est quand même quelque chose qui reste... Enfin, je dis ça parce que la santé, tout le monde le sait, ne fait pas partie de l'Europe. La santé n'est pas un processus européen. La santé, c'est 100% les États. Hein. Bon, l'Europe essaye de grappiller des choses, mais c'est 100% les États. Et donc, quand vous avez un pays au monde qui a 29 000 femmes enceintes par an, bah, ils ont des registres depuis toujours. Ils ont des capacités de surveillance qui sont très au-dessus des nôtres. Donc aux États-Unis, ils se sont toujours intéressés à la tératogénicité,
c'est-à-dire au risque malformatif, notamment dans le cadre des prises d'antiépileptiques. Ils ont eu des suivis de corps, etc. Et donc ils ont pu prouver, je dirais assez facilement, que les chiffres que sortait Madame Robert, même s'il y avait beaucoup moins de femmes qui prenaient de la dépakine aux États-Unis, ils ont pu faire le rapprochement également. Alors vous voyez ce que je mets en bas, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose d'homogène. On n'est pas sur des populations de femmes homogènes. On n'est pas sur des épilepsies homogènes. On n'est pas sur des traitements homogènes. Ça, c'est la première chose. Alors pour un épidémiologiste, c'est toujours quelque chose d'un peu difficile. Alors, c'est compliqué, mais c'est très simple en fait. Voilà. C'est une diapositive qui veut essayer de décrire le type d'épilepsie. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément concernés, ou même ceux qui sont concernés ne le savent pas toujours, on a des types d'épilepsie différents. Vous avez des épilepsies qu'on appelle le petit mal aussi, qui sont ce qu'on appelle des absences. Ça touche d'ailleurs plus souvent les femmes, plus souvent à l'adolescence. Alors moi, par exemple, je fais partie des gens qui ont appris que ça se faisait qu'à l'adolescence. Mais quand vous avez le sens clinique, ben vous savez que l'épilepsie absence, ça peut commencer beaucoup plus tôt qu'à l'adolescence. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on vous apprenait dans ces années-là, qui étaient complètement fausses, mais c'était des dogmes, c'était comme ça. Alors on a été obligé de détricoter tout ça. Donc les absences, le petit mal, la dépakine est très efficace, souvent toute seule. À l'époque, elle était le meilleur remède. Voilà. Donc l'épilepsie petit mal est une chose. Ensuite, il y a l'épilepsie grand mal. C'est les grandes crises de convulsions avec des crises tonico-cloniques, c'est-à-dire des mouvements anormaux suivis d'un coma bref ou un petit peu prolongé, quelquefois une perte d'urine, quelquefois des morsures, des choses comme ça. Et puis, il faut attendre que ça passe quand on n'a pas les outils éventuellement sous la main, mais enfin, en général, on ne les a pas. Et ces grandes crises, on va les traiter aussi de plus en plus avec succès. Mais vous avez aussi des épilepsies partielles. Alors ça, c'est très compliqué. C'est des épilepsies très diverses, très variées, qui vont modifier la capacité de l'individu à percevoir des choses, voilà, qui vont être d'une énorme variabilité. Alors cette diapositive, elle est là pour dire que vous avez des gens qui ont suivi des femmes épileptiques, et dans leur cohorte de suivi, ils ont décrit le type d'épilepsie. Et vous vous retrouvez avec des gens qui vont avoir 43% d'épilepsie généralisée, 70% d'épilepsie généralisée, ou 14% d'épilepsie généralisée. Alors là, vous dites, tiens, ils n'ont pas les mêmes. Hein. Ils n'ont pas les mêmes. Ou alors les classements ne sont pas les mêmes. Ou ils n'ont pas été faits par des gens qui parlent la même langue. Ben, c'est plutôt ça, oui. C'est-à-dire que la classification, elle est partagée sans lettres. Il n'y a rien qui a été plus revisité que la classification d'épilepsie depuis 30 ans. Il y a toujours des nouvelles versions. Moi, je finis par abandonner les versions parce que c'est vraiment trop compliqué. On essaye de préciser un petit peu. Et vous voyez que cette variabilité permet déjà de parler d'un même langage. Or, c'est des suivis, des cohortes de 1000 femmes, c'est monstrueux à faire. Hein. C'est un travail considérable. Donc, c'est pour vous dire que les épidémiologistes ne parlent pas d'une seule voix et de la même façon. Alors, vous voyez que dans le répertoire oral que vous pouvez consulter sur Internet, il y a plein de choses. Je vous incite à y aller parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc le site, voilà, vous avez une étude prospective. Alors elle est en cours parce que ça a commencé il y a 10 ans, donc les plus âgés ont 10 ans, et pour les enfants qui sont nés ou quelque chose comme ça. Et pour des suivis au très long terme, bien sûr, il faudra beaucoup plus de temps. Mais on sait déjà des choses, et vous avez là un petit peu ce qu'ils disent, eux, c'est 40% de généralisé, voilà. Et puis partiel, etc., c'est à peu près 50%. Donc, entre-temps, il s'est passé aussi des choses, c'est que dans les années 80, on ratait le diagnostic pour un bon nombre d'épilepsies. Il y a des tas d'épilepsies pour lesquelles on ne faisait pas le diagnostic. Aujourd'hui, on en fait beaucoup plus parce qu'on est beaucoup plus attentif, précoce,
et on a des possibilités techniques qui sont bien plus importantes. Donc tout ça mis bout à bout, ça vous fait une épidémiologie extrêmement complexe. Donc tout ce qui va être dit dans les diapositives qui vont suivre, est toujours, il faut bien se dire que c'est toujours sujet à caution. Ce n'est pas une vérité biblique. Et qu'il y a autant de vérités qu'il y a d'individus. Donc tout va être sujet à caution. Alors, il y a des questions qu'on va se poser sur l'épilepsie. Donc la question ici, c'est l'épilepsie comme risque de malformation. Comme je vous ai dit, il y a des femmes qui ne sont pas traitées. Alors c'est les meilleures candidates à être étudiées pour savoir si elles ont un risque malformatif. Et donc, ça a été... il y a des gens qui se sont lancés là-dedans. Hein, il n'y a pas 50. Hein, vous ne trouverez pas des milliers de publications là-dessus. Hein. Mais, grosso modo, en tenant compte des questions pertinentes, c'est-à-dire, est-ce que les femmes épileptiques non traitées ont le même risque que la population générale? On aboutit à la réponse oui. Elles ont le même risque que la population générale. Maintenant, est-ce qu'il y a des bémols par malformation ou autre? Je crois qu'aujourd'hui, personne ne pourrait répondre correctement. Vient s'ajouter un autre bémol, c'est que pendant longtemps, l'épilepsie était considérée comme un risque, je dirais, non familial, même si dans les familles, enfin on avait pas mal de familles, on estimait que c'était la fréquence de la maladie qui faisait qu'il y avait des formes familiales. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la génétique de l'épilepsie et on la connaît de mieux en mieux. Donc on est en train de réviser tout ça. Donc vous voyez qu'il y a probablement des risques génétiques qui peuvent être aussi malformatifs. On en connaît quelques-uns. Et qu'on n'est pas tout à fait au fait. Mais globalement, l'épilepsie en tant que telle n'a pas comme risque un risque malformatif. Alors l'épilepsie comme risque de maladie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, en étant épileptique, avoir un enfant épileptique? Bon, la réponse, elle va de 2 à 20%. Vous voyez l'écart, les grands écarts des chiffres dans la littérature. Personnellement, on n'est pas encore au stade où on peut donner un conseiller génétique efficace dans le domaine, mais il y a d'authentiques épilepsies génétiques. Alors, il y a toutes celles qu'on connaît aussi qui sont associées à des syndromes génétiques. Je pourrais vous en citer un certain nombre, mais ça n'a pas d'intérêt. Sont des maladies qui ne sont pas, qui sont très souvent extrêmement sévères et qui ne sont pas accompagnées de reproduction chez ces femmes-là. Donc, il n'y a pas de descendance, donc on ne sait pas, voilà, on ne sait pas ce que ça donne. Mais tout ça, c'est encore à avancer. Alors, pour la grossesse, oui, l'épilepsie est un risque, et ça, on le sait aussi, parce que une femme épileptique peut faire des crises pendant sa grossesse. On s'aperçoit qu'il y a peu ou pas de relation entre le type d'épilepsie, la sévérité des crises ou des manifestations présentées et la présence de malformations. Alors ça, c'est habituel aussi en épidémiologie, c'est que plus vous utilisez de facteurs de croisement de données, et plus vous allez avoir du mal à montrer que c'est positif. Si vous utilisez un seul critère, Madame Robert, quand elle a publié sur le spina bifida, elle avait croisé les fentes, les machins, les trucs, et puis elle n'avait rien pu démontrer pour les autres anomalies. Elle avait pu le démontrer que pour le spina bifida. Après, on a retravaillé, vous allez le voir. Eh bien, dès que vous avez un certain nombre de critères, on ne peut plus être efficace en épidémiologie. Alors, par contre, on sait que sur le bébé, ça peut avoir des conséquences parce que ça peut modifier, on va dire, le flux d'oxygène que le bébé pompe dans le placenta. Et donc ça, c'est s'il y a une crise épileptique, il peut y avoir des phénomènes d'anoxie ou de ce genre. Et bien sûr, ça peut avoir des risques, enfin courir des risques à long terme pour le bébé. Alors, pas dans les crises qui sont dites partielles ou myocloniques, parce que ces crises-là ne sont pas des chutes brutales, n'ont pas des grandes manifestations tonico-cloniques. Voilà. Mais même dans les autres, ce n'est pas très important comme risque. Donc tout risque faible est très compliqué à mettre en évidence. Par contre, vous voyez les effets possibles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas.
On ne comprend pas le retard de croissance quand il existe chez un enfant de femme épileptique. On ne le comprend pas et on l'attribue à des dysfonctions comme ça, épilepto, placentaire, etc. Bon. En tout cas, ça peut être une explication. On a eu des situations, alors pas du tout forcément avec la dépakine, mais de microcéphalie. C'est beaucoup plus des situations souvent de femmes avec plusieurs médicaments. Et on peut penser, qui font des crises pendant la grossesse, et on peut penser que l'épilepsie va majorer ce risque de microcéphalie. Au cours de l'accouchement, alors ça, c'est un message qu'il faut passer aussi, c'est que toute femme épileptique, au cours de l'accouchement, il peut y avoir une augmentation des risques. Il faut être extrêmement vigilant parce que il y a des souffrances fétales plus fréquemment. Souffrances fétales, c'est les tracés qui s'altèrent, des décisions de césarienne en urgence, des choses comme ça. Et puis les hypoglycémies du nouveau-né. Alors ça, je vais vous dire, c'est à chaque fois qu'on me pose la question, je dis il faut faire des surveillances. On ne la fait pas systématiquement. Hein, la surveillance d'un bébé, un gros bébé à terme. On ne fait pas. Bah si, il faut faire, parce qu'ils font des hypoglycémies. Alors on finit par le dépister parce qu'ils ont une mauvaise mine, là tout à coup ils sont pas... Bah oui, mais il faut le faire systématiquement. C'est peut-être la seule indication avec les femmes diabétiques, mais il faut le faire systématiquement. Alors là on a parlé de l'épilepsie, hein, on n'a pas parlé des médicaments. On a parlé de l'épilepsie. Donc l'épilepsie, c'est pas facile, hein, c'est pas bien connu, ça méritera d'être toujours retravaillé. Pour les antiépileptiques, on ouvre le chapitre du traitement de l'épilepsie. Donc, quand je mets tous traverse la barrière fœto-placentaire, c'est qu'aujourd'hui, tous ces médicaments, le fœtus, il en profite. Enfin, l'embryon puis le fœtus, il en profite. Voilà. Les plus nocifs comme les moins nocifs, voilà. Donc, ils sont tous à égalité à ce niveau-là. Donc tous vont entraîner une augmentation des risques. Le médicament miracle, je vous montrerai une diapositive sur la tendance actuelle, mais le médicament miracle, celui qui va convenir à tout le monde, et etc., il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. Et ça, j'ai un certain recul dans l'épilepsie pour savoir pourquoi le valproate a été beaucoup utilisé. C'est qu'il convenait finalement à beaucoup de monde et que c'était très facile d'utiliser ce qui convenait le plus au plus de gens. Voilà. C'est tout simple, hein. Vous savez, il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, le problème, c'est ensuite la pharmacocinétique. C'est quoi la pharmacocinétique? Quand vous prenez un médicament, il va être ingéré dans votre tube digestif. Il va passer un certain nombre de barrières, il va être modifié dans vos petites cellules intestinales qui font tout le travail. Alors peut-être qu'aujourd'hui il y a d'autres facteurs, mais je ne vais pas parler du biotype et de toutes ces choses-là, parce que alors là ça va nous mener je ne sais pas où. Mais chacun, quand il absorbe 1 gramme de quelque chose, n'a pas la même réponse. Alors c'est archi connu pour tout. Et pourquoi est-ce qu'on fait des dosages sanguins dans l'épilepsie, enfin dans le suivi de l'épilepsie chez des femmes ou des hommes qui ont des médicaments? Ben, c'est parce que chacun va avoir son dosage approprié. On doit être à peu près dans telle fourchette pour que ce soit efficace. Et puis, on va s'apercevoir que vous avez des gens qui vont avoir une petite dose, ça suffit, d'autres une grosse dose, ça suffit. Alors, ceux qui ont des problèmes thyroïdiens le savent, hein, tout le monde n'a pas les mêmes doses de lévothyrox, ceux qui ont, etc., le savent. Enfin, voilà, il y a des tas de médicaments comme ça qui sont doses dépendantes. Et là, on est tout à fait là-dedans. Donc, les pharmacocinétiques sont individuels. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est la pharmacocinétique du placenta. Vous pouvez interroger qui vous voulez, personne ne le connaît. Aujourd'hui, ça fait partie des choses, on fait de temps en temps des prises de sang fétales, ça arrive, pour faire certains dosages ou certaines hypothèses. Bien sûr, sinon, on peut travailler alors là, la souris, ça devient compliqué, parce que les prises de sang... des souriceaux in utero, je suis pas sûr que ce soit tous les jours. Hein. Voilà. Donc on prend des plus gros modèles, type le porc, voilà, ça peut se faire. Mais globalement, il faut savoir qu'on est très mauvais là-dedans. Alors, je vais vous donner à quelque chose que vous ne savez sans doute pas, mais M. Obama a lancé en grande pompe il y a 2 ans un plan placenta aux États-Unis.
En France, ouais, il y a quelques labos, j'en connais deux, il y a peut-être d'autres, mais c'est voilà, c'est un sujet sur lequel on ne travaille pas. Or là, on aimerait les réponses. Comment ça fonctionne vraiment? Bon, on ne sait pas. Donc les problèmes épidémiologiques, je vous en parle depuis le début, c'est que vous n'avez que des cas particuliers. Chacun a sa dose, chacun a 1, 2, 3, 4 médicaments, j'ai même vu 6. Donc, chacun... Voilà. Et alors le paradoxe, si je vous mets, est-ce qu'il n'y a pas de surdéclaration des pathologies? C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des choses qui vont être déclarées, et ce qu'il faudrait toujours, c'est que quand il y a une porte qui s'ouvre, elle soit saisie et travaillée dans l'ensemble et dans la globalité, à partir de... Voilà, quelqu'un va ouvrir la porte, bah, il faut que le travail soit global. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué à faire. Surtout quand on n'a pas la culture qu'il faut pour ça. Alors, je reparlerai de la prévention. La prévention, elle est possible. Ajustement du nombre et bien sûr le choix des produits. Ajustement des doses. Et folate, j'en reparlerai aussi. Grosso modo, aujourd'hui, une épilepsie, ça doit être suivi par des neurologues. Et par des neurologues, je dirais des nouvelles générations, ceux qui savent changer les traitements, les ajuster, y compris pour des femmes qui veulent être enceintes. Alors, on va parler bien sûr du sujet qui nous rassemble. Moi, je vais vous dire, bon, il y a un terme hein, je prends la dénomination anglo-saxonne parce qu'elle est plus facile. Quand on parle de fétopathie, il parle déjà de fœtal, c'est plus court. Donc, fœtal anticonvulsivant syndrome prononcé à la française, c'est plus simple et puis on comprend que tout à coup, bah oui, il n'y a pas du tout que la dépakine. Donc, dès 1970, il y a eu les premières déclarations pour un antiépileptique qui a été peu utilisé en France, qui a été utilisé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et qui maintenant n'est quasi plus utilisé. Ensuite, il y a eu la phénitoïne dans les années 76. Alors la phénitoïne, c'est un médicament qui a été extrêmement largement utilisé, la phénitoïne, que ce soit dans les pays anglo-saxons, voire même en France. Donc c'est un médicament qui a été extrêmement répandu, qui a été un des médicaments majeurs sur le plan thérapeutique. Le valproate, je vous ai dit, c'est la date de début, même s'il y a eu des pistes avant, hein, la date de début, c'est 1984. Et dans tous les cas, ça a été décrit avec notamment une atteinte faciale que je ne qualifie pas facilement de dysmorphie personnellement, parce que c'est plus des ressemblances que des différences. Et on va en reparler. Atteinte des extrémités extrêmement mineures hein, dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire que je vous ai montré tout à l'heure une malformation extrêmement sévère, mais très souvent, c'est des malformations tout à fait mineures. Et donc, associées à des troubles du développement, des troubles du comportement éventuel, et bien sûr, en augmentant le risque malformatif de base par rapport à la population générale. Et donc voilà, toujours je reviens sur cet article de 2001 qui dit globalement de manière assez précise, il n'y a pas d'augmentation de risque malformatif sans antiépileptique. Alors tout de suite, je vous remets cette diapositive parce que vous voyez que le Gardénal, il n'est pas tout jeune quand même, hein, 1912. Et vous voyez qu'il y a eu une traversée du désert. Hein. Phénitoïne, donc les années 38-40, mais ça n'a pas traversé la Manche tout de suite. Hein. C'est des médicaments qui ont été très très peu utilisés en France. Ils ont eu du mal à se répandre. Donc pendant des générations, ça a été uniquement le Gardénal. Ensuite, ça a été le Didan. Ensuite, il y a eu la pyramidone, mais qui a été utilisée dans certains cas et pas de première intention. Et vous voyez qu'on arrive très vite aux années 60. Alors, les années 60, vous avez donc 67, hein, la mise sur le marché de la dépakine. Vous voyez que les autres sont à peu près dans les mêmes veines, mais le carbamazépine, c'est le Tegretol hein, en France.
ce médicament-là a été beaucoup plus utilisé dans le monde anglo-saxon que la dépakine, puisque la dépakine est arrivée quasiment 10 ans plus tard. Le Tegretol faisait presque pareil, et en tout cas ça a été une révolution thérapeutique. Il y avait un médicament qui convenait au plus grand nombre, et il a été utilisé dans ces années-là. Après, bon, vous avez toutes les benzodiazépines qui ont été utilisées, Valium, etc., mais dans d'autres cas, beaucoup plus sur les crises aiguës, beaucoup plus dans d'autres contextes, l'urbanil est quand même très utilisé en complément, exceptionnellement en traitement isolé. Petite chose aussi, tous ces médicaments-là ont été utilisés, je parle sous le contrôle d'un expert psychiatre, tous ces médicaments-là ont été utilisés en psychiatrie comme régulateurs de l'humeur. Vous verrez, là, je vous redirai un mot là-dessus. Et puis vous avez toute la recherche des années 80 qui va exploser en 90 avec la production d'un grand nombre de nouvelles molécules. Mais là, vous voyez 90, il y a un trou là. Il y en avait déjà un entre le Gardénal, le Dihidan et toutes les nouvelles, le Tegretol et la dépakine apparus dans les années, on va dire 70, hein, parce que le temps que ça se mette en place, c'est à peu près ça. Et là, vous avez toute une flopée de nouveaux médicaments apparus dans les années 90, mais qui ont été utilisés donc en fin des années 90 ou début des années 2000. Donc le choix thérapeutique, et moi j'ai vécu cette époque-là, il était extrêmement restreint. Le choix thérapeutique était extrêmement restreint. Vous aviez des possibilités pharmacologiques qui étaient... Voilà. Et puis alors la liste ici, aujourd'hui ça explose. Je ne peux même plus prononcer les noms parce que sont tous imprononçables. Et c'est vrai que vous avez une modélisation de la thérapeutique aujourd'hui qui évolue pas beaucoup. Vous avez encore des gens sous Gardénal, vous avez encore des gens bien sûr sous dépakine, vous avez etc. C'est encore le produit le plus utilisé pour l'enfance, même si ça tend à être de plus en plus remplacé très précocement. Mais tous les neuropédiatres ne le font pas. Donc voilà un petit peu, là j'ai brossé les médicaments, pas leur tératogénicité, etc., mais les médicaments. Grosso modo, on doit retenir qu'ils sont tous potentiellement tératogènes, c'est-à-dire à potentiel malformatif, que ce soit de façon isolée, ou que ce soit encore plus de façon associée. Ça c'est très clair. Ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'ils sont tous à potentiel d'induction de troubles psycho-intellectuels. Et je vous dirai tout le mystère qui se passe autour de cette problématique. Alors, les malformations majeures au cours d'une grossesse, à la naissance d'un bébé, c'est des choses qu'on ne va pas rater. On ne peut pas rater une malformation cardiaque sévère, surtout aujourd'hui. On ne peut pas rater un spina bifida, on ne peut pas... Voilà. Que ce soit pendant la grossesse ou à la naissance, ça c'est identifié. Des malformations mineures peuvent passer à l'as. Ou des choses qui ne font pas l'objet de déclaration, au sens des registres du terme. Notamment certaines malformations de l'œil. Elles ne vont pas aller dans les registres, etc. Donc vous n'avez pas forcément 100% de déclaration des malformations. Les malformations des extrémités majeures font les registres, pas celles des antiépileptiques. Je vous dis ça parce que ça vous montre déjà pourquoi on peut avoir des difficultés sur le plan du signalement, bien sûr. Alors les anomalies mineures, bien sûr, tout ce qui est morphologique ne fait pas partie des registres des malformations. Voilà, un bébé, voilà. J'ai en tête un bébé qui vient de naître dans mon hôpital d'une maladie rarissime. Il y a à peu près 30 familles connues. C'est une maladie qui se transmet, qui est une maladie cardiaque qui peut donner des anomalies morphologiques. Ben, ce n'est pas une maladie pour les registres. Voilà. Donc l'enfant n'est pas déclaré pour les registres alors qu'il a quelque chose qui est plus complexe que le simple risque cardiaque. Donc vous voyez, vous avez tous ces défauts épidémiologiques, toutes ces choses qu'on ne va pas connaître, puisqu'on nous dit de ne pas les déclarer.
voilà, c'est quelque chose qui est compliqué avec les registres. Et donc, vous avez l'aspect périnatal. Aujourd'hui, il n'y a aucune déclaration de quoi que ce soit sur l'aspect périnatal. Et je vous ai dit qu'on peut avoir une augmentation du nombre de morts in utero, une augmentation du nombre de souffrances fétales. Le mot souffrance est à prendre au sens de ralentissement. Enfin, les femmes qui ont accouché savent bien ce que c'est, les ralentissements pendant la grossesse. Les hommes un peu moins. Alors maintenant, ils sont en salle de naissance, ils commencent à savoir. Mais il y a toute une génération où on ne voulait pas les voir. Donc, je pense qu'il y a des messieurs ici qui ne sont pas trop au courant de ces modifications du rythme cardiaque fœtal. Voilà. Aujourd'hui, on est très réactif, on monitore beaucoup plus qu'avant, et on est, voilà, aujourd'hui, dans un hôpital comme le mien, il y a des, voilà, quand la sage-femme est dans sa salle de travail, elle voit en permanence tous les monitorages et elle sait tout à coup qu'il faut se lever et aller dardard dans telle salle, etc. Alors, les retards de développement, les troubles du comportement, comment voulez-vous qu'on les connaisse, puisqu'il faut pour ça soit qu'ils soient extrêmement sévères, mais la plupart des cas vont être vus et connus que autour de 6 mois, 1 an, 2 ans, au plus tôt, au plus tôt. Et là, vous n'avez aucun registre nulle part dans le monde. Ça n'existe pas. Donc on est bien dans de l'observationnel. Vous n'avez rien qui permette de le savoir. Alors, cette diapositive, elle a l'intérêt, mais la confusion aussi, de parler des antiépileptiques en monothérapie. Voilà, là vous n'avez que le calcul de risque d'augmentation pour des femmes qui sont en monothérapie. Le problème, c'est que c'est le Térétol, ou la Dépakine, ou le Gardenal, ou voilà. Donc c'est tous ces mélanges par cohorte. Ce qui fait que vous n'avez pas les mêmes risques. Et on peut estimer que c'est dommage quand on reprend ces anciennes séries. Vous avez les années en bas, c'est toutes des séries des fin des années 90, début des années 2000. Alors le temps qu'ils fassent le job, c'était des données des années, jusque dans les années 95. Donc, bien sûr, il va manquer des données, on ne repère pas bien les choses. Mais vous voyez que il y a des gens qui vous disent, tiens, ça augmente vraiment beaucoup. Parce que quand c'est 10%, c'est ici. Quand c'est 3,3%, c'est en bas. Alors, c'est que des femmes en monothérapie. Ce qui n'est pas... voilà. Il y en a beaucoup aujourd'hui. À l'époque, enfin moi j'ai connu aussi une époque où il y avait beaucoup de poly ou de multithérapie. Alors, par antiépileptique maintenant. Là, c'était le risque malformatif. Alors, vous voyez, vous donnez un risque. Je sais que vous mettez sur vos tablettes 10%. C'est 10% global de pathologie. Oui, à mon avis, c'est plus. Et à mon avis, il y a plus de pathologie que 10%, et il y a moins de risques malformatifs que 10%. C'est les chiffres de l'EMA. Oui, mais... voilà. Mais c'est... Il faut savoir que c'est pas facile d'y voir clair. Ça change tout le temps, donc c'est pas facile d'y voir clair. Là, c'est les risques relatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un risque relatif d'abord? C'est, vous avez le risque de la population générale. Une personne lambda, elle a un risque de temps. Si on dit la cardiopathie congénitale, c'est 0,7% dans la population générale. C'est presque 1%. Voilà. Si je dis il y a un risque pour toutes les femmes enceintes, il y a un risque de 3% de pathologie autour de la naissance et chez le bébé, c'est 3%, c'est 1 sur 30. Hein. C'est pas jamais, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même de la pathologie autour des individus. Voilà, c'est à peu près ces risques-là. Donc, cardiopathie congénitale, 0,7%, c'est presque 1%. C'est pas jamais. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez que le risque relatif, c'est quelle est l'augmentation du risque. Alors, les craniosténoses, ça doit être de l'ordre de 1 pour 2-3 000, quelque chose comme ça dans la population générale. Qu'est-ce que c'est qu'une craniosténose? C'est les petits os là, un peu partout qui sont là, ils vont se réunir. Mais avant, ils vont grandir. Ça va permettre au cerveau de se développer. Donc les os, ils sont flottants sur le cerveau. Hein. Les os sont très solides chez le bébé. Il y en a qui arrivent à les casser, mais ça, on n'en parle pas là. Mais c'est très solide, les os du bébé. Les membranes entre les os sont très solides. C'est les zones de croissance. Et ces membranes, quand elles n'existent plus, ça donne une craniosténose. Il n'y a plus la possibilité de croissance. Et là, vous avez ce qu'on appelle des neurochirurgiens. Ils vous prennent ça, ils vous découpent ça.
ils vous les mettent à l'endroit, à l'envers, voilà, ils font des puzzles, et ça donne des crânes normaux. Donc, la craniosténose, alors, il y a des craniosténoses très sévères, très syndromiques, très ci, très ça, il y a beaucoup de formes, il y a beaucoup de gènes, mais là, je ne suis pas pour parler de tout ça. Voilà. Mais, c'est augmenté, et c'est augmenté quasiment qu'avec la dépakine. Le risque et donc la publication sur ce sujet, ça a été fait par l'équipe de Necker à Paris, qui l'a bien montré. Le SPINA, c'est un risque 30 fois plus important que la population générale. Dans la population générale, c'est grosso modo 0,5, 0,6 pour 1000 grossesses. Le risque de toutes les malformations dites du tube neural, c'est-à-dire l'anencéphalie, l'absence de cerveau, qui est incompatible avec la vie, les spina bifida et quelques autres formes, c'est autour de 1,2, 1,3 pour 1000. Donc vous voyez, on ne parle pas en pourcent, là, on parle en pour 1000. Donc c'est des choses rares. Ceci dit, aujourd'hui, c'est les deuxièmes risques après les cardiopathies congénitales dans les registres. C'est pas rien. C'est le deuxième risque en termes de fréquence. Donc toutes les autres anomalies sont beaucoup plus rares. Les extrémités, c'est un risque, vous voyez, relatif de 5. C'est multiplié par 5. Les fentes, c'est trop vasouillard pour qu'on le dise, parce que ça a été démontré, puis on a dit l'inverse. Je pense que les fentes, c'est moins augmenté que ce qu'on a pu dire. Donc vous avez probablement soit des populations qui en sont plus à risque, soit des médicaments qui sont plus à risque, mais ça n'a jamais fait l'objet d'un consensus complet. Et puis il y a l'hypospade. Alors l'hypospade, c'est l'anomalie du zizi qui consiste, voilà, où ce que l'abouchement de l'urètre, ce qui permet de faire pipi, est hypoplasique et je dirais il manque un bout du prépuce, grosso modo. Je vous montrerai une image tout à l'heure. Voilà. Donc ça, vous voyez que c'est augmenté par grosso modo 5 fois. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. L'hypospade fait partie de ces anomalies qui sont aussi susceptibles d'être, comment dirais-je, susceptibles voilà, d'être troublés par l'environnement, on va dire. Voilà. C'est dans le collimateur de ceux qui pensent du mal de l'environnement. Bon, j'en fais partie aussi, mais il n'y a rien de prouvé encore. Hein. Voilà. Alors je vais quand même vous décrire rapidement pour la phénitoïne par exemple, mais je vais plutôt vous montrer une photo parce que il y a une morphologie faciale qui, quand vous les voyez, vous dites bon, il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est aussi pas très loin de ce qu'on peut voir dans les dépakines. Et en tout cas, ce qui a frappé les examinateurs à l'époque, c'était c'était la ressemblance entre les enfants plus que les différences également. Alors, la dépakine, je vous ai montré. Ça, c'est sur Internet, donc oui, je l'ai même. Voilà. Je pense que vous pouvez en trouver d'autres sur Internet. Mais celle-là, je pense qu'ils ont donné leur accord. Et donc, là, c'est des anomalies morphologiques liées à la dépakine. En fait, c'est un continuum. C'est un continuum qui va d'individus qui ont strictement aucune anomalie morphologique voilà, visible, jusqu'à des anomalies plus ce que j'appelle stigmatisantes. C'est-à-dire que quelqu'un va dire, tiens, il y a quelque chose. Mais dans l'ensemble, il y a une plus forte majorité qui a une morphologie qu'un généticien va appeler une dysmorphie. Moi, j'appelle ça une ressemblance, une homomorphie. Mais vous en avez la majorité qui n'aura rien de stigmatisant et pour lequel il y a quand même une ressemblance. Donc il y a quand même quelque chose, il y a quand même une imprégnation. Donc, chez le bébé, ça peut être visible, ça ne peut ne pas être visible. Chez l'enfant un peu plus grand, ça peut être visible, ça peut ne pas être visible. Il faut vraiment en avoir vu beaucoup pour dire oui, il y a. Et c'est ça. Alors là, voilà, ceux-là, ils sont adultes hein, maintenant. Donc ils ne peuvent pas se reconnaître, je pense. On y retrouve des traits du visage qui sont globalement un peu plus autour de la bouche. Il y a une ressemblance entre eux. Il y en a une qui croit se reconnaître. Hein. Bon. Etc. Alors, il y a deux notions sur la dysmorphie. Bon. Il y a deux notions sur la dysmorphie. Elle est très comparable entre les différents antiépileptiques. Elle est très proche de ce qu'on peut voir aussi dans l'alcoolisme fœtal ou des choses comme ça. Pourtant, ça n'a rien à voir. Et
on a des variations. Les filles sont plus touchées que les garçons. Et l'âge la morphologie diminue avec l'âge. L'anomalie morphologique diminue avec l'âge. Alors il y a une forte corrélation intrafamiliale quand même. J'ai pu voir beaucoup de familles, donc on a pu voir des femmes qui avaient jusqu'à 5-6 enfants. Et bien sûr, ça nous donne une information supplémentaire. Alors ici, vous avez pas des Français, hein, ça c'est impossible en France, des Français qui ont fait une étude sur la fréquence des signes. Alors ils ont fait quelque chose de très très sophistiqué avec chaque point de détail, il y a présent, absent, enfin c'était des équipes très, très douées, mais vous voyez qu'il n'y a pas des populations, le nombre de personnes, c'était pas très important. Hein. Vous voyez que l'anomalie morphologique, avec la dépakine, vous avez à peu près 10% d'individus qui n'ont rien de visible. Vous avez à peu près 50% pour lesquels il y a quelque chose. Ce quelque chose, il n'est pas étudié, il est étudié trait par trait. Alors, c'est un score, en quelque sorte. Vous avez à peu près, donc, à peu près 30% hein, qui ont des formes plus carrées, et vous avez des formes sévères dans 15% des cas. Forme sévère, c'est-à-dire que tout le monde va dire qu'il y a quelque chose. C'est ça à peu près. Et vous voyez que la dépakine par rapport au tegretol a des scores plus importants. Mais le tegretol, vous avez à peu près les mêmes choses qu'avec la dépakine. Avec la phénictoïne, vous n'avez que des formes Toi, c'est tegretol, faibles. c'est ça. Toi, tu la vois pas. Je dis souvent, c'est des ressemblances. Hein. Par exemple, de macro et de microcéphalie, par exemple. Moi, je une macrocéphalie, il y a pas de microcéphalie, il y a des signes qui sont pas. Ah, mais Non, j'ai parlé de microcéphalie, mais je suis bien d'accord que la plupart n'ont pas de microcéphalie. Hein. Mais non, enfin, je prends un autre exemple, mais moi, pour la dysphasie faciale, je vois rien de tout ça sur Charlie, mais sur Tegretol. Maintenant, en tant que maman, peut-être qu'on ne voit pas non plus, hein, je ne sais pas. Le tegretol, vous voyez, c'est le score majeur, c'est modéré. Il n'y a pas eu de forme sévère. C'est que des gens qui prenaient qu'un médicament. Moi, je suis en monothérapie. Voilà. Maintenant aussi, monothérapie. Enfin, je pense beaucoup de grossesses sont sous monothérapie. Voilà. Oui, on va le revoir. Donc, et puis, vous voyez que chez des femmes épileptiques, qui ne prennent pas de médicaments, on va trouver des signes morphologiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va les trouver chez tout le monde, des signes morphologiques. Et donc, dire qu'on a des lèvres fines, excusez-moi, je vois du monde dans la salle, il y a un certain nombre de gens qui ont des lèvres fines et qui n'ont pas eu une mère épileptique qui prenait de la dépakine ou du tegretol ou autre chose. Donc, c'est bien sûr, d'avoir des témoins en termes de méthodologie, c'était indispensable. Donc vous voyez que grosso modo, si on est très stigmatisant, je pense qu'il faut retenir, parce que pour le tegretol, j'en ai vu un certain nombre personnellement, et c'est que des signes très modérés. Je pense que la dépakine est le seul à pouvoir avoir des conjonctions de signes un peu discriminants. Voilà. Mais c'est... Et puis, bon, l'assemblée, et puis tous les enfants que j'ai pu voir ici, et les adultes que j'ai pu voir, c'est évident que quand on a l'habitude, on reconnaît. Par contre, si on n'a pas l'habitude, on ne reconnaît pas, et on ne peut pas dire. Et ça me retourne à une question qui m'a été souvent posée. Est-ce que les généticiens vont reconnaître ? Ben, moi, j'ai tendance à dire oui. C'est vrai que je peux reconnaître quelqu'un dans une salle d'attente parce que il y a cette morphologie qui m'interpelle, mais la quasi-totalité des généticiens, alors encore plus les jeunes, sauf quelques-uns quand même, il y en a qui sont très très doués, mais il faut vraiment s'y être intéressé pour le saisir et le voir. Donc il y a souvent aujourd'hui des jeunes qui ont des doutes et qui ne font pas les diagnostics. Alors ici vous avez une autre façon d'exprimer les risques des médicaments. Alors là, cette liste, elle est beaucoup plus étendue, donc je ne vais pas... je l'ai pris pourquoi ? Parce que vous voyez clairement que la dépakine
est celle pour laquelle le risque de malformation majeure est le plus important. Et je vous dis, les risques relatifs, ils ont beaucoup changé dans ces dernières années, donc c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Certains ont dit jusqu'à 12-15%, d'autres ont dit que c'était plutôt 8%. Je ne sais toujours pas quel est le risque précis, ou quel était le risque précis, puisque maintenant, il ne m'est plus donné d'en voir en ce qui me concerne. Donc pour la dépakine, en tout cas, le décalage est maximum. Pour d'autres médicaments, vous voyez que le gardénal, paradoxalement, était assez tératogène quand on regarde ça. Moi, je suis un peu dubitatif parce que c'est aussi un médicament qu'on a beaucoup vu et ça n'a pas vraiment été confirmé. C'était en fait que des anomalies du type cardiopathie ou des choses comme ça, fente palatine, enfin bon, des malformations plutôt comme ça. Et je me demande si ces enfants n'étaient pas plus examinés que les autres, n'étaient pas plus... voilà, parce que des souffles au cœur qu'on a transformés en cardiopathie, on en voit encore tous les jours. Donc là, il y a des choses que je ne sais pas. Bon. Le tegretol, je crois, n'est pas dans cette liste, si ma mémoire est bonne. Là, il y a la phénitoïne, qui n'est pas très bon. Et puis, vous voyez le lamotrigine là-haut, ce qu'on appelle le lamictal, qui donc est introduit dans les années 95-2000, et qui a beaucoup été utilisé dans les années 2000 parce que c'est aussi un excellent produit pour tout faire, on va dire. Et vous voyez que lui a eu tout de suite une réputation d'être extrêmement peu tératogène, puisque le paradoxe, c'est quand vous regardez ça, vous vous demandez même, puisqu'on est à un chiffre faible, s'il équivaut au risque de la population générale. En tout cas, il a été dit qu'il n'y avait pas de surrisque, et donc il a été très vite utilisé dans les années 2000 pour remplacer la dépakine, parce qu'il était à la fois très utile et très utilisable, très bonne tolérance ou assez bonne tolérance, un peu moins bonne paradoxalement, mais assez bonne tolérance quand même. Alors, voilà, il y a peut-être des questions à ce stade-là. Je vais revenir sur un peu les médicaments tout à l'heure, et quelle est l'attitude qu'on peut avoir. Ah, non, il y a plein d'autres choses qui sont individuelles. Vous pouvez prendre toutes les malformations, elles ont toutes été vues. Oui, alors le cari, il y a le cari qui est associé au spina bifida, donc très précocement, mais la malformation d'Arnold-Chiari n'est pas, c'est une malformation donc alors on va expliquer ça simplement, où il y a une descente de la partie postérieure du cerveau qui va aller se coincer en quelque sorte dans l'entonnoir qui fait la jonction entre le cerveau et la moelle épinière. Donc ça va faire des blocages, ça peut aboutir à des hydrocéphalies ou des choses comme ça. Ça peut aussi être associé à ce qu'on appelle des syringomélies, des anomalies de la moelle diverses et variées. Donc, et puis ça peut donner des syndromes douloureux, enfin bon, c'est dépisté par plusieurs biais. La malformation d'Arnold-Chiari a été vue dans les imprégnations à la dépakine, je le sais. Il y a quelques observations. Alors comme c'est rare, comme ça peut être dépisté y compris tardivement, moi il y a des diagnostics à 20 ans, à 30 ans. Ça peut être évolutif. Donc, je vais vous dire, avant qu'on sache quelque chose là-dessus, le risque relatif, c'est jamais dépisté à la naissance. Jamais dépisté à la naissance. Sauf dans le cas de choses associées, comme l'hydrocéphalie. Donc, à ma connaissance, personne n'a jamais sorti de risque relatif pour cette malformation. Est-ce que c'est pas plus important dans le valproate? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faudrait qu'il y ait des recueils, même observationnels, et j'y reviendrai à la fin. C'est-à-dire que si tous ceux qui font une déclaration, on finira peut-être par dire que c'est fréquent. Mais on va y revenir. Et les scolioses et par rapport au spina? Il n'y a rien de décrit là-dessus. Il n'y a rien de décrit. Il y a des dos pas droits chez certaines personnes. Oui, des vertèbres aussi pas bien apparemment formées qui m'ont été signalées, quelquefois des trucs collés. Alors, je n'ai pas compris les termes techniques, mais c'est... Oui. Une petite question concernant la malformation
qu'à la naissance, on n'a rien détecté et qu'à l'âge de 18 ans, suite à un contrôle de sa crâniosténose, on se soit aperçu de ça. Est-ce que c'est possible que ce soit évolutif à ce moment-là? Oui, oui, c'est assez souvent évolutif. Hein. Alors, quand on fait une crâniosténose, mais si c'est... enfin, les IRM des petits-enfants, on n'en fait pas non plus comme à tout bout de champ. Hein. Donc, s'il n'y a pas de signe clinique, on ne fait pas. Donc, on peut passer à côté d'associations. Moi, personnellement, pour les yeux, je pense qu'il y a des anomalies des yeux qui sont passées à l'AS. Mais... oui, il y avait une question. Non, c'était par rapport au fait que ma fille a une scoliose et une hyperlordose. Est-ce que ça pouvait être aussi Alors, Un dérivé du spina, quoi. la réponse, enfin, je vais y revenir, c'est suivi de cohorte. Il n'y a que comme ça qu'on le saura. C'est la seule façon de le savoir. Et une autre question. J'ai eu des jumeaux. Il y en a un qui a fait donc une crâniosténose et sa sœur jumelle a fait une microcéphalie. On peut expliquer ça comment? Alors, je pense que l'imprégnation au sens d'un produit tératogène de deux jumeaux, c'est un peu comme deux frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des concordances probablement d'origine génétique qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a des choses, nous qu'on appelle des variants. Si vous allez en Afrique, il y a beaucoup plus de polydactylies qu'en France. Ça ne les chagrine pas. Dans certains pays, je crois que c'est 10% de la population, hein, c'est pas un ou deux. Donc ce sont des variants, pour nous c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Et donc des variants, je prends l'exemple de ce type. Donc il est probable que l'imprégnation par un agent tératogène, et là je pense à l'alcool, je pense aux antiépileptiques et à d'autres, il n'y en a pas 36. Hein. Je pense que ça peut être une variable qui fait que génétiquement, il y a une petite part génétique au développement d'une anomalie ou d'une autre. Voilà. Mais si vous voulez, là, je pourrais vous parler des heures et des heures du spina bifida, où il y a des centaines de variants qui ont été étudiés, et où probablement on tient le bon bout. Mais pour tenir le bon bout, il faut des études encore plus sophistiquées que ce qu'on sait faire, et donc on n'y est pas. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu. Excusez-moi, j'ai Oui, oui. À partir de quelle date les médecins sont tenus de faire une déclaration pharmacovigilance? Alors la question est date d'une déclaration pharmacovigilance. C'est à condition qu'ils aient deux informations. Il y a un médicament qui a été donné à un moment donné. Et la deuxième information, il y a une anomalie qui est découverte. Donc après, il n'y a pas de date. Moi, j'ai fait des déclarations pour la dépakine, alors qu'il y en avait déjà quasiment plus en Bretagne dans les années 2005. Parce que mon fils est né en 95. Oui. Mais je l'ai fait pour des enfants nés dans les années 90 que j'ai Le suivis. pédiatre n'était pas tenu à ce moment-là obligé de faire la déclaration. Personne n'est. C'est pas une obligation formelle. D'accord. Et il faut avoir les deux informations. C'est-à-dire que si vous avez l'information, alors la craniosténose c'est à la naissance ou très vite après. Et mais voilà, si vous trouvez une anomalie intestinale à 3 ans, vous n'allez pas remonter à la grossesse. De toute façon, dès 1 an, hein, on ne remonte jamais à la grossesse. On peut demander, moi je n'ai pas vu un pédiatre demander s'il y avait de la dépakine ou chez une mère épileptique, quel était le médicament. C'est quasiment des choses qu'on ne fait pas. Oui, mais c'est dommage. Ah ben, mais je préfère alors quand c'est écrit, mais de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on devrait fonctionner dans nos têtes. Mais ça explique que les choses ne se sont pas sues. Oui. Excusez-moi. Donc, dans une même fratrie, ce qui peut expliquer, par exemple, lors de toutes les grossesses, par exemple, moi j'ai pas sous des patines, dans une même fratrie, il est possible qu'il y ait un enfant touché, en l'occurrence le mien, l'autisme, et que par exemple, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une prédisposition génétique. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui peuvent être... Alors, je vais pas aussi loin. L'autisme, c'est une maladie qui est à la fois génétique, peut-être environnementale, et qui est d'une complexité extrême.
Pour moi, il n'y a pas deux enfants pareils, y compris d'ailleurs dans les enfants autistes que je connais qui sont issus de grossesse sous des paquines. J'en connais pas deux qui sont pareils. Là, c'est des... Voilà, il y en a qui sont Asperger, d'autres qui sont... etc. C'est variable, quelquefois ils ont d'autres choses associées. Enfin, voilà, mais c'est pareil dans des familles d'enfants autistes, puisqu'on en a quand même, qui n'ont pas été issus de grossesse sous des paquines. Donc on a des familles où il y a deux enfants autistes, hein, même s'il y a des recherches, on ne trouve pas encore beaucoup de choses là-dessus. Et vous n'avez pas les mêmes enfants. Donc cette variabilité, elle existe toujours. Voilà. Et oui, on peut avoir des enfants strictement normaux nés de grossesse sous des paquines. Il y en a. Présentant un faciès... Présentant, ou pas, une morphologie, voilà. Moi, j'en ai sur des familles, j'ai vu des enfants où je disais, bah, celui-là, il n'y avait pas, le médicament. Si, il y avait le médicament. Il peut y avoir le faciès bêta-chine, c'est-à-dire voilà, mais pas d'un enfin, là, il faudrait faire forcément des analyses plus poussées, mais moi, à côté de mon fils qui est autiste, j'ai des jumelles aussi, Oui. qui ont aucun souci apparent, mais qui pourraient par la suite... Bah, ils ont quels âges? Ils ont 7 ans. À 7 ans, la plupart des troubles des apprentissages ou des troubles comportementaux sont déjà connus. Donc, on va dire que c'est peu probable. Surtout que c'est l'âge le plus stigmatisant pour ça chez l'enfant. 7 ans, voilà. Après, je vous montrerai des choses. Après, c'est la sphère de l'épigénétique. Si c'est pour l'avenir aussi et la mutation génétique, ça, c'est avec un épigénéticien qu'il faudra peut-être... dans une autre AG, on essaiera de demander au docteur Barouki éventuellement de venir s'exprimer sur ce sujet-là. Mais faut-il faire justement l'étude génétique? Faut-il la faire à tous ces enfants? Alors, oui, pas dans le foutoir, si je veux dire. Pas dans le foutoir. voilà. C'est-à-dire que certains généticiens, je ne vais pas vous cacher que récemment j'ai fait un test comme ça à une enfant parce que la famille était compliquée, l'enfant sortait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de voir et je me suis posé des questions autres et effectivement il y a une anomalie autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on enlève la fétopathie, elle existe. Mais j'ai deux anomalies et les deux anomalies conjointes vont expliquer la discordance entre ce que je peux voir d'habitude et ce que j'avais chez elle. C'est pas une enfant en bas âge, hein, elle est adolescente, donc ça faisait 10 ans que je tournais de côté autour. Hein. Donc c'est, voilà, même quand on le sait, même quand on y pense, c'est la seule jusqu'à présent à qui j'ai fait un test. Voilà. Je considère qu'on n'est pas du tout au point aujourd'hui, parce qu'on parle d'épigénétique, on peut parler de ce qu'on veut. Vous savez, il y a le biotype hein, qui est quelque chose de fondamentalement important aujourd'hui pour peut-être envisager que ce soit des problématiques d'autisme ou d'autres choses. Le biotype, ce sont toutes les bébêtes qui font une partie du boulot complémentaire à notre intestin. On va simplifier les choses comme ça. Hein, donc c'est les quelques kilos de bestioles qu'on a dans notre intestin et qui font du boulot pour que nos aliments soient correctement digérés. Ils expliquent une part de variabilité qu'on connaît bien, ils sont impliqués dans l'obésité, ils sont impliqués dans plein de choses. L'avantage de l'obésité, c'est que c'est une balance qui vous donne le diagnostic, enfin la toise et la balance. C'est plus simple qu'un QI, c'est plus simple que plein d'autres choses. Donc oui, il y a toute cette part de variabilité qui est extrêmement problématique. Voilà. Vous avez des personnes qui sont épileptiques, qui avaient probablement un potentiel intellectuel normal, et qui, du jour où elles sont devenues épileptiques, ont eu une altération de leur potentiel. Et voilà, et on se dit toujours quelle est la relation entre ce qu'on observe chez l'enfant et chez les parents. J'ai pas dû la mettre là, j'ai une diapositive où on montre bien que quand on fait des relations QI maternelle, QI de l'enfant, il n'y a qu'avec le valproate, où, quel que soit le QI de la mère, on a à peu près le même niveau d'altération chez l'enfant. Alors que dans tous les autres cas, c'est à la fois relié au niveau de la mère et à la prise de dépacking. Voilà, mais ce sont des choses ultra sophistiquées. Et alors, je vais vous dire, on a des années-lumière,
je pense qu'on est encore très loin de pouvoir ingurgiter la masse de données qu'il faut. Comme je le dis assez souvent en consultation, 1 plus 1 égale 2, on sait à peu près, mais les tables de multiplication, c'est très difficile en génétique. C'est très difficile. Mais c'est ce qui explique que des gens qui devraient être malades ne sont pas, et que des gens pas malades le deviennent. Voilà, c'est tout. Les tables de multiplication, c'est tout cet océan de choses qu'on ne connaît pas. Oui, il me semble que vous avez parlé des troubles visuels, et je voulais savoir si vous parlez de troubles visuels par rapport à une acuité ou par rapport à des troubles neurovisuels. La question, c'est autour des troubles visuels. Est-ce que c'est neurovisuel ou simplement acuité, etc. Alors, je pense que... Alors, je vais essayer d'être prudent, mais je pense que dans l'anomalie qu'on appelle le fœtal valproate syndrome, je pense qu'il y a une maladie des fibres. Alors, je m'explique. Les maladies des fibres, il y en a dont on entend parler, qui sont des maladies, soit par exemple des gens de grande taille qui ont des artères qui vont se dilater, comme la maladie de Marfan, soit des gens qui sont hypermobiles, comme la maladie des lèvres dans l'os, où il y a plusieurs types de maladies des lèvres dans l'os. Voilà, il y a des maladies des fibres. Mais on voit tous les jours des gens qui ont des maladies qu'on n'inventorie pas, qu'on n'est pas capable. Alors on les envoie, on fait maintenant les prélèvements, il y a des laboratoires qui nous font les tests et ils nous disent c'est pas ça. Ouais, mais c'est presque comme ça, ils ont bien quelque chose. Voilà. Et ces gens-là, ils restent sur le carreau de la science aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont ce qu'on appelle des variants de la normale. Ce sont des gens qui sont quasi normaux, qui ont simplement des morphotypes et des... Voilà. C'est compliqué, mais s'ils viennent nous voir, c'est parce que tout n'est pas parfait. Et je pense que dans le fœtal valproate, il y a une maladie des fibres. Alors, je ne l'ai jamais dit parce que c'est une intuition. C'est quelque chose qu'on remarque. Pourquoi? Parce qu'il y a des hyperlaxités plus importantes. Parce qu'il y a des anomalies du rachis de type statique. Parce que, voilà. Et ben, les yeux, c'est quoi? C'est que des fibres. Avec des cellules du cerveau qui viennent jusque-là pour nous permettre de voir. Mais c'est que des fibres. Donc je pense, et puis oui, il y a plus de strabisme, il y a plus d'hypermétropie, il y a plus de défauts de réfraction, il y a plus de choses au niveau visuel. Oui. La réponse est clairement oui. Moi, vous la connaissez, Madame Anne de Saint-Martin, de l'hôpital de Pierre à Strasbourg. Généticienne m'a diagnostiqué en voyant mon fils avec toutes ces malformations, que c'était que ça des bâcles, bien sûr, mais un spina bifida. Et voilà, je vois qu'il y a marqué 35 spina, hypostasia, moi il a eu tout ça. Et je voulais savoir par rapport aux autres médicaments, toute la liste que vous aviez, il y a marqué le Lacri. L'amictane. L'amictane de la 2%. Est-ce que tous ces médicaments ont les mêmes malformations que la dépakine ou c'est uniquement la dépakine? Alors, ce qui est très spécifique, pour le spina, il y a le Tegretol et la dépakine qui sont les plus incriminés. Le Tegretol a une augmentation de risque moindre, mais il y a une augmentation du risque connue aussi de longue date. Après, non, c'est des associations. Là aussi, on a testé toutes les associations connues par nous ou dans la littérature, et on n'a pas trouvé un... Voilà, on peut avoir une anomalie du cœur et un hypospade, on peut avoir une craniosténose et autre chose. Voilà, on a tout vu, mais on n'a pas vu quelque chose d'homogène. On n'a pas vu quelque chose qui nous dise il y a là quelque chose d'associé. Donc je crois que ça peut donner, c'est peut-être pas au hasard, mais j'espère qu'un jour on le saura. Mais pour le moment on ne le sait pas. Pour le moment on ne le sait pas. Donc oui, ça fait partie des questions qu'on s'est posées, mais on n'a pas la réponse. Et comme on le donne beaucoup moins à ce qu'on l'aura, peut-être que c'est les familles, là encore, qui nous permettront de savoir. Voilà. Alors, ne pas confondre le spina bifida ouvert avec, je dis ça parce que il y a aussi très souvent dans la population générale des spina bifida occulta. C'est quand les dernières vertèbres du bas, vous avez, qu'est-ce qu'on appelle les épines. Les épines, c'est que vous avez le corps vertébral qui est le truc solide devant, hein, qui va se désaxer quand il y a des scolioses, mais c'est le corps vertébral qui nous permet de nous tenir bien droit debout. Et derrière, vous avez ce qui entoure la moelle, c'est ça les épines. Et les épines qui ne sont pas jointives derrière, c'est très souvent, donc très bas,
là où d'ailleurs il n'y a plus forcément la moelle, il n'y a plus que les terminaisons nerveuses. Et cette non-jonction, elle est presque dans 20% de la population générale. Donc c'est pas rare. C'est vrai qu'on les observe plus. Moi j'ai fait assez peu de radio, hein, où j'ai récupéré assez peu de radio parce que c'est plutôt ce qui s'est passé. Et on les observe un peu plus, semble-t-il. Voilà. Mais en termes je dirais de fréquence, c'est plus une malformation, le spina bifida occulta. Mais c'est compliqué pour nous à discuter là aussi. Alors, je reviens peut-être sur ce qu'on appelle donc les malformations du tube neural, parce que là encore, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Donc, je rappelle simplement que c'est à cette occasion, et pour une femme qui était sous antiépileptique, non pas parce qu'elle était épileptique, mais parce qu'elle avait une maladie psychologique. Donc, vous voyez, c'est à propos d'une femme qui avait ça, comme le professeur Lemarec, qui était le chef du service de Rennes à l'époque, a écrit au laboratoire. Donc, vous voyez, 76, c'est la première déclaration au laboratoire, et le laboratoire a répondu « On connaît la tératogénicité chez l'animal, mais chez l'humain, il n'a jamais été rien rapporté de similaire. » Voilà. Et puis, vous êtes une région en Bretagne à haut risque, donc circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Mais, ceci dit, 76, monsieur Lemarec en avait parlé à Elisabeth Robert, vous voyez, il a fallu 8 ans pour le prouver. Avec les registres. 8 ans pour le coup. Ensuite, voilà, 80, c'est la première publication. Ce que j'appelle un appel à témoins, c'est un cas particulier présenté en disant est-ce qu'il y a d'autres cas. En tout cas, il faut se méfier de ça. Je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, enfin bon. Ça ne vaut rien sur le plan, comment dirais-je, épidémique, tout ce qu'on veut, mais c'est ce que j'appelle un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui a écrit ça pour dire attention, peut-être qu'il faut que vous vous méfiez. Voilà. Donc Madame Robert qui a surtout publié. Ah oui, c'est Vous êtes longtemps depuis sur la vignette. Voilà. Et puis donc il y a eu d'autres études. Et vous voyez que grosso modo 60% de valproate seul, ce qui montrait bien que c'était de valproate déjà. Enfin bon, tout a pu être confirmé comme étant lié à la dépakine très clairement. Donc ça c'était le registre de Madame Robert, avec aussi des hypospadias qui ont émergé à ce moment-là. Donc vous voyez, elle n'a pas pu le démontrer en 1984. Il a fallu attendre 98 pour démontrer que les hypospades étaient aussi augmentés dans la dépakine. Voilà. Et puis des anomalies des extrémités, anomalies réductionnelles. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des anomalies très sévères qui peuvent exister. Et donc, par contre, le spina bifida a été le différent dans la malformation avec le valproate et sans valproate. Non, c'est la même maladie par ailleurs. Alors, il a été noté aussi, alors j'ai introduit la petite notion MTHFR, qu'est-ce que c'est que cette bricole-là? Ça nous rapporte à un de mes chevals de bataille aussi, pour lequel je crie dans le désert depuis fort longtemps, qui est la prise d'acide folique, j'y reviendrai tout à l'heure, en prévention de la grossesse. Bon, l'acide folique, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est la vitamine B9. La vitamine B9, on sait qu'elle prévient, elle fait diminuer le risque global des malformations, donc c'est pas une mauvaise chose. On sait que tout le monde est carencé. Si je vous faisais une prise à tous ici, vous auriez des taux. Alors on va vous dire qu'ils sont normaux, bah oui, parce que tout le monde est comme ça. Mais c'est des taux beaucoup trop bas par rapport aux recommandations telles qu'on aimerait les voir. Mais les Américains travaillent comme ça, nous on dit c'est normal parce que ça correspond à la population générale. Bah non, si tout le monde est carencé, c'est pas normal. Voilà, c'est comme la vitamine D, alors là c'est dramatique parce que tout le monde a des taux, peut-être aujourd'hui vous avez remonté un peu votre taux, mais c'est dramatique comme les gens ont des carences en ce moment. Voilà. Surtout les malades d'ailleurs, les malades ils sortent moins, ils se montrent moins, ils sont, et paradoxalement ils sont ceux qu'on devrait supplémenter. Donc la vitamine B9, elle est régie par, alors on parlait de tous ces petits variants de la normale. Et bien comment dirais-je, le gène MTHFR, c'est lui qui permet à la vitamine de se régénérer, de donner toute la chaîne d'informations qui va aboutir à, c'est la production quand même de notre acide nucléique, donc c'est pas rien. Voilà, c'est quelque chose qui va être utile. Et bien, quelqu'un qui a 2 fois la mutation la plus fréquente, ce qu'on appelle nous un variant de la normale, c'est pas considéré comme une maladie. Celui-là,
une personne qui est comme ça, ben, non seulement elle peut être malade, contrairement à ce qui est écrit partout, mais elle va fonctionner avec 30% d'activité en moins. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même, ça n'a pas été fait en France, ça a été fait à 3 reprises à ma connaissance, donc c'est très peu pour la dépakine. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qu'il faut retravailler, parce qu'il y a peut-être d'autres facteurs, d'autres variantes qui ne sont pas connues ou pas étudiées. Alors, je voudrais revenir sur le spina bifida, parce que, pourquoi c'est dans le collimateur aussi? Parce que c'est une... D'abord, moi je travaille en Bretagne et c'était une malformation estimée celte. Dites-vous bien que dans les pays comme l'Irlande, allez, mettez-vous au début du XXe siècle, là on est au XXI, donc début du XXe, hein, les années 1900, les premiers registres irlandais, c'est 1% des malformations, d'accord? 1%. C'est colossal. C'est colossal. C'est un chiffre extrêmement important. Et si vous voulez voir des individus atteints de spina bifida, vous n'avez qu'à aller en Irlande, parce que je vous dis, aujourd'hui ils en ont moins qu'en France, parce qu'ils prennent tous de l'acide folique. Mais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont nés, il y a beaucoup de gens là-bas, et là-bas tout est accessible aux handicapés. Je peux vous dire que j'étais dans un hôtel de 900 chambres, et ça n'a pas posé de problème à peu près 300 fauteuils pour regagner leur chambre, etc. Essayez de trouver un seul hôtel en France qui fasse pareil, vous allez avoir du mal. Voilà, mais ça c'est pour l'aparté, bon peu importe. Mais ça vous montre que partout dans le monde ça diminue, notamment parce qu'il y a la supplémentation d'acide folique, d'abord volontaire dans les pays anglo-saxons, et puis à l'échelle nationale qui débute à peu près ici dans le monde, sauf l'Europe. Je reviendrai si vous voulez, sauf l'Europe. Nous on résiste et on a... Voilà. L'Irlande s'y est mis, mais nous on résiste. Voilà, mais tous les autres pays du monde s'y sont mis. Donc là, partout dans le monde, la fréquence de la malformation diminue, liée, on pense, exclusivement à la supplémentation. Alors, simplement pour montrer que dès l'âge fœtal, on a des anomalies morphologiques, mais je ne vais pas détailler ici. La malformation se situe, vous voyez, les fesses sont ici au-dessus, sur la colonne vertébrale. Elle interrompt la transmission du flux neurologique. Et donc, il y a une paraplégie, c'est-à-dire une atteinte des membres inférieurs. Alors, il y a plus de filles que de garçons. C'est une malformation très souvent sévère. Vous voyez qu'il y a sur le 25 cas qu'on a connus, nous, de spina bifida lié à la dépakine, il y a eu quand même 6 décès postnataux, c'est pas rien. Il y en a probablement eu d'autres à distance, parce qu'on peut mourir plus tard. Il y a eu 14 interruptions de grossesse. Et donc vous avez que 5 enfants vivants, et à l'époque c'était 15% des malformations du tube neural en Bretagne. Et on a aujourd'hui des statistiques qui sont pile poil les mêmes que celles des années 80, avec les 15% en moins. C'est vraiment pile poil, hein. Donc c'est vraiment... Aujourd'hui on n'a pas fait d'effort sur le reste, mais on a au moins gagné ça. Après c'est très souvent le très bas, et c'est très souvent... Il n'y a pas de malformation associée, par contre il y a des anomalies comme l'hydrocéphalie, etc. Alors les facteurs génétiques, eh ben, on est toujours dans une complexité de la chose. Aujourd'hui, on débute, là on est en 2015, on débute à Rennes, au Centre maladie rare de Rennes, spina bifida, on débute les recherches génétiques sur le spina bifida. Bon, il y a des équipes dans le monde qui sont très avancées, comme une équipe au Canada, qui a déjà trouvé des gènes, etc. Mais ça reste très compliqué. La dysmorphie est paradoxalement... à ma connaissance, a toujours été modérée dans toutes les observations que j'ai pu voir. C'est-à-dire modérée, c'est-à-dire que moi j'ai pu dire, tiens, oui, il y a bien la dysmorphie dans des publications ou dans des cas exposés, alors que ça n'était pas publié comme tel. Donc vous voyez, il n'est pas décrit de dysmorphie majeure. Et puis, chez des jumeaux, ça peut être des paires discordantes, ça n'est rien est atteint et pas l'autre. Par contre, il y a un excès familial. Et ça... ça nous a aussi, bien sûr, ça fait longtemps qu'on supplémentait par l'acide folique, et on a bien vu que l'acide folique était totalement inefficace pour éviter les récidives. Donc, alors, l'anencéphalie, c'est une malformation beaucoup plus sévère, puisque l'anencéphalie, c'est l'absence de cerveau. Donc, bon, moi j'ai connu l'époque où il y avait des enfants qui naissaient. Hein. Il y a même eu récemment...
une greffe d'organes à partir d'un enfant qui est né aux États-Unis. Et moi, j'avais eu une demande qui m'avait été refusée par toutes les agences françaises à l'époque pour une famille qui voulait donner le cœur ou les reins du bébé. Ça avait été formellement refusé, mais vous voyez qu'on a évolué un petit peu. Bon, ceci dit, c'est toujours aujourd'hui des choses, comment dirais-je, extrêmement sévères et avec des interruptions de grossesse. Et donc, paradoxe, c'est que pourquoi n'y a-t-il pas, il y a presque autant, 60-40, d'anencéphalie que de spina bifida comme malformation du tube neural, et pourquoi n'y a-t-il pas, ou quasiment pas, parce que j'ai fini par en trouver une quand même, en France, pas en Bretagne, pourquoi n'y a-t-il pas d'anencéphalie avec le spinal, avec le valproate? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu un témoignage d'enfants nés sans cerveau récemment. D'anencéphalie, non? Oui, c'est ça. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Alors je pense qu'il y en a. Des jumelles, je crois, à Montpellier. Voilà. Mais c'est vrai que globalement, on devrait en avoir beaucoup plus. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que c'est tellement sévère qu'il y a des fausses couches? On ne sait pas. Alors, il y a eu d'autres atteintes qui ont été décrites. Il y en a, je n'ai pas mis à jour. Hein. Il y a effectivement beaucoup, les chiaries, des choses comme ça qui ont été décrites. Le problème, c'est quand c'est uniquement un élément, il faudrait que le monde entier s'y mette pour qu'on nous dise, bah oui, il y a quand même, par exemple, telle malformation qui est finalement pas si rare que ça en association. Mais ça viendra des familles, ça ne viendra pas des chercheurs. On va y travailler, vous pouvez compter sur moi. Je vais vous donner le mode d'emploi après. Alors, pour les extrémités, bon, c'est le professeur Alain Verlos, qui est un de mes bons amis qui travaille à Paris, qui a une bonne équipe à Robert Debré. Donc, qui a été le premier, alors qu'il était à Liège en Belgique, qui a décrit des anomalies des extrémités très sévères. Après, ça a été répété, donc il y a eu le registre d'Elisabeth Robert, et puis l'équipe sud-américaine qui a pu en montrer qu'il y avait des anomalies parfois sévères. Et donc, oui, il y a une augmentation, mais les malformations sévères étant rares, seuls les registres, on peut les mettre en évidence. Aujourd'hui, ça reste l'exception quand même, et à ma connaissance, ça n'est pas montré plus que ça avec les autres antiépileptiques. Alors, pourquoi je parlais tout à l'heure d'anomalies mineures? Bon, vous voyez l'hypoplasie des ongles qui est ici, bon, c'est assez routinier dans les antiépileptiques, puisqu'on en a vu beaucoup. On les voit beaucoup moins aujourd'hui, hein, on les voit qu'exceptionnellement, mais on en a vu beaucoup. Mais c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on voit à la naissance, c'est des choses qu'on voit plus tard dans les suivis. Nous, on l'a vu pour notre fils, on l'a vu à la naissance, et ça a disparu par la suite. Oui, alors ça va disparaître chez un certain nombre avec la pousse des ongles, mais l'implantation est quand même un peu particulière chez certains. Hein. D'accord. J'ai vu des adultes qui ont des implantations un petit peu particulières. L'hyperlaxité, ça a pourri la vie de beaucoup de gamins. Tous, ouais. Alors, quand vous êtes hyperlaxe, et rigolo, ça peut s'accompagner de ce qu'on appelle une dyspraxie, c'est-à-dire en plus des troubles de la coordination, oui, etc. Ben oui, c'est un des troubles des apprentissages qui, même si vous avez une intelligence normale, vous fait classer dans les situations de difficulté, ce qu'on appelle aujourd'hui les TAE, les troubles des apprentissages de l'enfant. Alors, sauf qu'aujourd'hui on s'en occupe, aujourd'hui on les dépiste, tous, pas que cela, voilà. Mais je suis frappé, alors ça a été bien décrit par la première étude qui s'est vraiment intéressée à la classification du retard psycho-intellectuel avec des tests sur une série, et l'hyperlaxité, il faut la connaître, parce qu'une fois qu'on sait que ça existe, on a des possibilités, on a des gens dont c'est le métier de s'en occuper, des médecins de rééducation, etc. Et on peut éviter des scolarités abracadabrantesques, comme disait l'autre, qu'on pourrait tout à fait modifier dans le bon sens. Alors les brachydactylies, c'est les doigts courts, là aussi c'est pas une malformation, mais c'est fréquent. Dès que c'est des pouces mal implantés, alors il y a des mal implantations, là j'ai mis une caricature alors là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est d'accord, avec une mal implantation du pouce et une polydactylie. Donc ça c'est une main très mal formée. Mais si vous avez simplement une mal implantation du pouce, ça va à peine se voir par les autres. Par contre, pour l'individu qui a cette mal implantation du pouce, qui n'est pas considéré là aussi comme une malformation, ben, c'est compliqué. Il y a des choses qui sont plus difficiles.
Voilà, alors les mains bottes, c'est des formes beaucoup plus sévères de maladies et de malformations. Voilà une main très mal formée, chez un enfant qui avait d'autres choses, et pour lequel on a un syndrome qui correspond à peu près à ça. Donc là, vous allez, voilà, est-ce qu'il y a une cause à ce syndrome qui est décrit comme syndrome, puisqu'il a un nom? Est-ce que, j'en sais rien, on n'a pas de réponse. Sur un cas comme ça dans le monde ou quasiment, comment voulez-vous qu'on sache, sauf s'il y en a d'autres, et comment le savoir? Voilà encore une main très mal formée, là c'est une vue radiologique. Et là il y avait une association avec une malformation du cœur. Bon, je passe parce que... Donc ça c'est aussi une polydactylie. Donc vous voyez, vous avez doigts en trop et des pouces digitalisés avec des polydactylies. Donc on peut avoir des... Il y a toutes sortes d'anomalies sévères. Alors, pour les autres antiépileptiques, c'est beaucoup plus des petites anomalies, type main courte, ongles courts, pouce un peu bas ou mal implanté, enfin, voilà. Mais ça peut, comme je dis, pourrir la vie de l'individu, si on n'en tient pas compte. Alors, les pieds plats, c'est aussi cette problématique de maladie des fibres dont je vous parlais. Tout ce qui fait qu'on est trop laxe, que les pieds s'affaissent, etc. Il y en a beaucoup qui ont des semelles ou des choses comme ça. Voilà, les semelles orthopédiques peuvent compenser pour les troubles de la marche. Après, c'est aussi l'activité physique et la croissance, parce que quand on grandit, on tire sur nos fibres aussi. C'est comme les... Ah, si vous agrandissez un mât, bah, il va tendre les haubans. Bah oui, c'est un peu pareil. Mais c'est un peu le monde à l'envers quand même. Mais quand on prend du muscle aussi, oui, bien sûr. les enfants, Ouais. ils ont moins de laxité. Oui, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait de l'activité pour ces enfants-là, mais pas, on ne peut pas non plus dire il faut faire du sport au niveau ou des choses comme ça. Le bodybuilding à 5 ans, peut-être pas. Bon. Mais il faut le savoir, parce que déjà quand on le sait, on évite de leur faire des pages d'écriture inutiles. Oui, voilà, tout à fait. Etc. Oui, c'est ce que j'ai fait faire à Salomé. Mais moi, ça m'a... ça c'est, je le sais depuis que je l'ai compris, donc 80, enfin dans les années 80-90, mais je me sers de ça tous les jours chez les autres, hein, parce que ça concerne énormément d'enfants. Oui. Vous parlez de maladie des fibres. Bon, les fibres musculaires, ça en fait partie, j'imagine, parce que le moyen, ils n'ont pas beaucoup de force. Oui. Une espèce de... Je globalise. Fibres au sens de tout ce qui est collagène, tout ce qui est fibres, voilà, les maladies des fibres. On les connaît très bien pour certaines, et je veux dire que là, il y a un gros gâteau à trouver. Hein. Il y a beaucoup de choses à trouver. Alors, l'hypospade, population générale 3 sur 1000, hein, donc c'est pas jamais non plus. Exposition in utero dans ces 3 pour 1000 à l'époque, c'était à peu près 20%. Alors le diagnostic est souvent à la naissance, hein. C'est rarement in utero. Aujourd'hui on a des échographistes très haut de gamme, donc on a des dépistages génétiques. Mais je vous dis, ça va, il y a des degrés qui posent pas. Parce que Alors oui, tout à fait. C'était esthétique. C'est la première chose qu'on m'a dit quand il est né. J'ai regardé avec leurs yeux ronds, vers déjà qu'est-ce qu'on me raconte. Et quand on parle ici, je dirais qu'il y a 80% des enfants, enfin des garçons nés ici qui ont un hypospade. Bon, bah c'est... À chaque fois que je parle avec une maman de garçon, les 3 quarts ils ont des hypospades. Alors, il y a toute forme d'hypospade, tout degré d'hypospade. Ça peut aller d'anomalies qui ne sont pas forcément très sévères sur le plan visuel, mais qui peuvent être des anomalies difficiles à réparer chirurgicalement pour remettre l'urètre, c'est-à-dire le conduit qui permettent un jet bien axé, etc. Aujourd'hui, les chirurgiens sont bien meilleurs qu'il y a 20 ans. Hein. C'est vrai qu'ils ont appris plein de choses. Mais vous avez toute forme. Alors, j'ai laissé cette diapo-là, mais comme on a fait une enquête sur les particularités de l'hypospade dans la dépakine, qu'on n'a jamais publiée, mais qui existe, c'est vrai qu'on a pu démontrer avec une chirurgienne de Nantes, on a fait ça, on a pu démontrer qu'il y avait plutôt des formes effectivement modérées, dont certaines passaient probablement inaperçues. Oui, c'est ça. C'est systématiquement dépisté. Non. Enfin, vu, non. C'est quelque Bah chose non, qui a il faut quelquefois devoir décaloter pour le voir. Oui. Bah, moi ils m'ont dit, mais je l'aurais pas dit, j'en ai rien vu là.
Ouais. Et Moi, il puis, y a le petit tronc qui est décalé de quelques millimètres, ouais. donc à part ça, Ouais. il m'avait juste dit qu'il faudra voir à l'âge où il marchera s'il fait pas pipi sur les pieds, mais Voilà. à part ça, on voit rien, quoi. L'hydrocèle fait partie aussi de... Alors l'hydrocèle, c'est en fait tout un trouble. Alors je l'associerais beaucoup plus à la maladie des fibres dont je parle. Parce que c'est un trouble de la force et de la fermeture du creux inguinal qui fait qu'il y a une communication entre la cavité abdominale et le scrotum. Donc oui, je dirais que c'est beaucoup plus dans ce que j'appelle la maladie des fibres. Mais beaucoup d'enfants ont des problèmes urinaires ou fécales, des incontinences. Est-ce que ça peut être en lien ou pas? Bien sûr, je n'exclus rien non plus là-dedans. D'accord. Oui. Oui, musculaire. Une testicule qui n'est pas descendue. Ça peut Mais c'est fréquent. Alors c'est fréquent dans la population générale. Je peux pas répondre. On en a vu, on a entendu parler, mais disons quand c'est sévère, néonatal, moi j'en ai pas vu. Mais quand c'est banal comme chez un autre enfant, j'en ai vu tellement dans ma vie que je peux pas répondre. Et à l'inverse, pour les jeunes filles, je viens d'avoir un flash là, j'ai eu une hyménectomie. Alors, il y a très probablement des anomalies, des hypoplasies, des petites lèvres ont été maudites, etc. Mais comme ce n'est pas l'examen qu'on fait de routine ni au nouveau-né, ni aux plus grands, il faut reconnaître ce qui est. Aujourd'hui, seul ce que j'appellerais une série, il faudrait... voilà, alors je pense que si je disais ça aux gynéco-obstétriciens qui ont un peu oublié de s'occuper des femmes sous des paquines et qui sont maintenant tous grands professeurs dans les universités françaises, voilà, mais ceci dit, ils le feraient probablement volontiers. Mais ça, c'est le genre d'enquête prospective. Je pense qu'il y a des anomalies mineures, parce que les anomalies majeures, il y en a aussi qui ont été dites ponctuellement, mais je pense qu'il y a des anomalies mineures qui existent, oui. Oui. Alors, malformation du tronc. Après, on ne va pas passer dans les litanies de il y a ci, il y a ça, parce qu'il y a tout. Et là, on va surtout. Un exemple d'une malformation de l'œil, ce qui a été très particulier dans ce cas, c'est que la mère avait un iris avec une espèce de. C'est pas une fente, puisque l'iris était complet. La fente, ça s'appelle pour l'œil un colobome, mais l'enfant est né avec un colobome. Et donc là, vous avez à la fois probablement un variant génétique et l'action du médicament. Je le prends comme exemple, à mon avis, d'un double impact, parce que ça, je pense que comme tout tératogène, s'il y a dans une famille quelque chose qui prédispose, il y a beaucoup plus probablement la possibilité de développer la pathologie. J'appelle ça un exhausteur de goût pour simplifier. Ah. Un exhausteur de goût comme Bon, dans la les... canosténose, on a vu. Alors après, on a vu des anomalies donc, de la peau, on a vu beaucoup de choses. Voilà, donc c'était l'équipe de l'hôpital Necker qui avait publié sur les craniosténoses. Donc vous avez plusieurs sutures. Bon, les sutures les plus atteintes, c'était celle de devant. Mais en fait, voilà, ce qui les alertait, en fait, c'est qu'il y avait 4 de ces enfants qui avaient des anomalies des membres. Les neurochirurgiens, ils voyaient aussi des spinards. Donc ils avaient entendu parler des paquines. Mais c'est parce qu'ils ont eu des enfants atteints d'anomalies des membres qu'ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Alors comme ils ont un registre des craniosténoses à l'hôpital Necker, ils ont repris leur tablette et ils sont retombés sur d'autres cas, notamment avec la prise de dépakine. Et là, ça a fait tilt, ils ont appelé Madame Robert à Lyon, et etc., etc. Et puis voilà, ils ont pu mettre des choses peut-être. Alors là, c'est pour les polymalformations. Vous voyez ce qu'on avait fait, soit avec des cas de la littérature, soit avec des observations. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des polymalformations. C'est-à-dire que souvent, c'est une anomalie. Donc quand on reprend ceux qui en ont plusieurs, vous voyez, si on fait des classes comme ça, s'il y avait des associations fortes, vous voyez, on aurait, là où par exemple on a les hypospades, on aurait quelque chose d'associé spécifiquement. Mais quand il y a quelque chose d'autre, vous voyez que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une fente labiale, ça peut être une anomalie cardiaque, ou ça peut être une craniosténose pour l'équipe de... Voilà. Donc on n'arrive pas
que ce soit des recrutements spécifiques ou des recrutements larges, on n'arrive pas à trouver d'association préférentielle. Ce qui me laisse penser qu'il y a vraiment ces petits facteurs de prédisposition qu'on a tous, hein, voilà, et que c'est un accutisateur ou un exhausteur de goût. Un exhausteur de malformation. Voilà. J'essaie de le retenir. Alors, pour vous reparler de RALP, qui est, ça c'était mis à jour il y a un petit peu de temps, mais c'est une diapo ancienne parce que ça vous montre quand même qu'en 2005, sur un suivi de grossesse à l'échelle européenne, vous voyez, il y a quelques pays représentés. Alors la France est très très peu représentée dans ce genre de registre. Les pays du Nord beaucoup plus, les Anglo, les Germains beaucoup plus. Nous on a du mal. Donc très 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 peu d'équipes françaises. Hein. Et donc la plupart de ces grossesses, enfin bon, si on dit c'est la communauté européenne, vous voyez que le médicament le plus utilisé en 2005 c'est le Tegretol. D'accord ? Vous voyez que le médicament en second c'est la Dépakine. La diapo que je n'ai pas retrouvée, mais qui était à peu près 4-5 ans en 2000, quoi, à peu près, c'était la Dépakine en premier. Mais vous voyez que le troisième, c'est le Lamictal qui a émergé complètement en 2000 et qui a déjà pris une très large place en 2005. Alors, je vous montre ça parce que c'est... Alors, vous pouvez aller sur... ils ont des statistiques actualisées, ils ont la même chose. Mais vous voyez que la pratique a évolué. C'est-à-dire que le questionnement s'est passé à l'échelle de l'Europe dans les années 95, quand on a su que ça entraînait retard mental et autisme. Pour nous, c'est 95-98. Hein, je le dis, hein, parce que... Donc les campagnes entre médecins, c'est 2000-2005. Bon, moi j'étais à peu près le seul à en parler en France. Mais il y a bien sûr de littérature mondiale qui était publiée, il y a quand même beaucoup de publications. Et vous voyez qu'on s'est dit, il faut aller vers des nouveaux antiépileptiques parce qu'ils sont moins tératogènes. Alors, bon là, il y a des raisons de penser qu'ils étaient moins tératogènes qui sont vraies sur leur mode d'emploi. Donc c'est tous ces nouveaux antiépileptiques je vous ai dit, mis sur le marché à partir de 1990. Hein, le Lamictal, c'est 1995. Donc, dire en 2000 c'est le meilleur, vous voyez ce que je veux dire, c'est une prise de risque. Hein. Et moi, très honnêtement, j'ai été un peu refroidi par le Lamictal parce que j'ai vu des pathologies sévères avec le Lamictal, dont je ne sais pas. Il y a des enfants ici handicapés sous Lamictal. Hein. Oui. Donc, oui. Je ne suis pas sûr. Voilà, le remplacement a été fait extrêmement vite. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que le Lamictal n'était pas tératogène chez l'animal, alors que le Dépakine est même pris en, je dirais, les souris Dépakine de... Oui, de Ben-Ari dessus, hein, sur qui le rend ses tisme, souris donc c'est autistes pas pour avec de la Dépakine. Voilà. Alors, j'ai trouvé cette diapositive hier ou avant-hier, mais je cherchais quelque chose qui soit parlant sur ce qui se passait chez des gens qui travaillent bien. Alors je me suis tourné vers les Américains parce que les Américains sont un peu meilleurs que nous pour la santé publique. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont... Mais vous voyez, nous, quand vous demandez des papiers pour savoir ce qui se passait il y a 20 ans, ouais. L'agence, elle s'appelait autrement, etc. Là-bas, c'est le CDC. Vous avez une et unique façon de déclarer les choses. Vous avez des équipes qui sont blindées à avoir des objectifs et à répondre à des questions. Et vous avez un problème comme ça, on vous met 2 équipes de recherche, elles travaillent, elles ont les moyens, et elles vous donnent la réponse dans l'année qui vient. Et ils prennent des décisions. Mais je vais revenir là-dessus. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Alors vous ne devinez pas, donc je vais vous dire. Le Tegretol est ici en vert. Donc on est aux États-Unis, Tegretol très largement utilisé. Voilà, on est dans les années 97-98. On vient de parler de la tératogénicité. Alors, le travail qui a été fait pour la Dépakine a été fait pour le Tegretol. Il ne faut pas l'oublier. Il a été fait conjointement. C'est-à-dire que toutes ces équipes ne sont pas préoccupées de la Dépakine, point. Elles se sont préoccupées des antiépileptiques, de leurs risques et du meilleur à trouver pour que la donne change.
Et donc vous voyez que là, très très vite, c'est-à-dire à partir de 2000, vous voyez une très nette diminution de la prescription pour le Tegretol, pour la phénitoïne et pour la sulfalproïde. Et très très vite, 2000, vous voyez une explosion du lamictal. Alors je parle bien des femmes enceintes là. C'est pas tous les antiépileptiques, c'est pas toutes les personnes. Hein. C'est des femmes enceintes. C'est-à-dire que dans les suivis de grossesse, alors c'est pas n'importe où. C'est pas n'importe où, mais c'est pas un hasard que ce soit pas n'importe où. C'est où? C'est à Boston, Massachusetts. Boston, Massachusetts, c'est ah bah oui, c'est le MIT, c'est voilà, c'est la plus grande université du monde. C'est des gens qui ne laissent jamais rien passer. Jamais rien passer. Mais on voit une chose là. C'est que vous n'êtes pas dans les labos, vous êtes dans la vraie vie. C'est-à-dire que ce sont des gens non seulement qui ne laissent rien passer, mais qui savent passer les messages. C'est que les messages vont passer directement du chercheur aux équipes de routine. Excusez-moi, le maintenant, grâce à Marine, entre autres, à la PSH, ça a éclaté la pétacline. Oui. Mais pour le Tegretol, dans la notice, il y a toujours écrit il n'y a rien de plus qu'avant, il y a postulé à avec de l'air. Mon fils, il a 5 ans, et on m'a jamais rien dit d'autre. Et quand j'en parle maintenant, on me regarde avec des yeux ronds en disant, et même sur le crâne. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, non, derrière, vous n'entendez pas. Donc, elle posait la question du Tegretol. Oui, en France, la notice fait état d'un médicament tout à fait anodin, en dehors des risques augmentés de malformation. Excusez-moi, est-ce qu'il est interdit aux États-Unis, enfin interdit? Non, mais il a été formellement déconseillé pour les grossesses. Donc c'est le scandale. Sauf que là-bas, il n'y a pas besoin de terroriser les médecins en leur disant qu'il faut vous faire signer des choses et tout. On leur dit, à partir de maintenant, vous ne l'utilisez que si vous ne pouvez pas faire autrement et avec l'accord, vous devez démontrer que la personne... Il n'y a pas de coordination, on va dire, quand un médicament est utilisé dans plusieurs pays, il n'y a pas de coordination. Non. En Europe, si. Alors, Le Valproate, la décision a été prise au niveau européen. Oui, pour changer, oui. Oui, mais sous la pression. Pas... Mais moi, j'ai travaillé avec mes homologues. De la coordination. Alors oui, on fait de la coordination, mais avec 10 ans de recul. Oui. On a fait pression avec mes homologues anglaises. Hein. Je ne suis pas seule à avoir travaillé. J'ai travaillé pour le Tegretol, il n'a pas été... Donc, on est aux États-Unis. Le Tegretol a été beaucoup moins prescrit en France, mais sa tératogénicité reste totalement méconnue et il continue à être prescrit. Mais parce que vous avez une dichotomie. C'est pas méconnu, c'est ignoré. Quoi? C'est ignoré, parce que si aux États-Unis... Parce que n'ayant aucun registre en France, oui. Bon, si vous ne dites pas au ministère, dis donc, il faut réfléchir aussi voilà. Non, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Des gens comme moi, j'ai été invité. Si toi tu ne vas pas le dire, personne ne le dira à ta place. J'ai été invité une seule fois avec Madame Éléphant pour en parler. Donc j'ai dit ce que je avais à dire, qu'il y avait des cas d'autisme et qu'il fallait arrêter. Eux l'ont dit. Hein. Voilà. Mais depuis, j'ai jamais été réinvité. Non. Faut pas... Voilà. Voilà. Je ne sais pas qui. D'ailleurs, je ne sais pas si on a invité d'autres gens. Je ne sais pas si on a invité d'autres gens, j'en sais rien. Mais le professeur Morel avait fait faire une thèse, etc. Oui. Mais je ne sais pas s'il a été invité par le ministère. Oui. Oui. Mais si on a fini par m'inviter, en parler à Morgine devant beaucoup de gynécos, devant quand même tous les généticiens de France en 2000 à Marseille, etc. C'était, voilà, ils étaient tous là. Et je peux vous dire que le problème, c'est que nous, on est après. On a de plus en plus de place avant, mais on est après. Donc on a été un peu trop spectateurs avant. Oui. Par rapport aux pratiques médicales, à la base du terrain, celle des généralistes, des petits hôpitaux, est-ce qu'il y a des comportements régionaux ou est-ce que c'est sur tout le territoire à une chose? Je pose la question parce que un médecin qui a arrêté de travailler en 1995, un généraliste, dit que quand il a arrêté de travailler, ça faisait des années qu'il est conseillé systématiquement aux femmes enceintes de prendre du valproate. Je pense qu'il a un petit peu raccourci de mémoire, mais oui, il y a des gens qui ont réagi assez tôt, plutôt que les autres.
mais c'est très ponctuel. Est-ce qu'il y a des régionalismes par rapport à ça? Est-ce que Ben, nous, en tout cas, dans les années 2000, oui, en Bretagne, que ce soit les neurologues ont été informés par les neurologues de Rennes, les gynécos ont informé tous les gynécos de Bretagne, et les généticiens ont informé. Mais ça ne suffit pas, parce que beaucoup de femmes ne demandent pas la permission d'être enceintes. Beaucoup de femmes ont une routine d'un traitement qui marche bien et n'ont pas été informées et alertées. Beaucoup de médecins ont renouvelé l'ordonnance sans faire la relecture quand il y a eu des modifications, quand il est très tardif. Voilà. Non, et en France, il y a des médecins, ils sont nombreux qui ont alerté, mais ils n'ont pas forcément été entendus. C'est différent.